Le progressisme, en revanche, c'est la croyance ou l'idéologie qui s'attache à délivrer l'homme de tous ses déterminismes naturels. Que ce soit par le transhumanisme pour défier la mort, ou par exemple par la transidentité pour en finir avec l'existence de deux sexes et tout ce que cela implique en termes de reproduction. Nous n'avons actuellement aucun recul pour savoir comment ces enfants grandiront dans un tel environnement, ce qu'ils penseront une fois adultes, et la manière dont cela affectera peut-être leur vie future. Les progressistes agissent en vue d'un soi-disant perfectionnement moral de l'humanité. Ils prennent pour postulat le fait que l'homme a le droit de s'autodéterminer grâce à son libre arbitre. Les progressistes refusent donc toute idée de transcendance, c'est-à-dire toute existence d'une autorité ou d'une morale qui leur est supérieure. Ils se prennent en quelque sorte pour leur propre Dieu, c'est ce que l'on appelle l'anthropocentrisme. La procréation médicalement assistée serait ainsi ouverte aux couples de femmes lesbiennes qui souhaiteraient avoir un enfant ensemble, entre guillemets, ainsi qu'aux femmes célibataires. C'est une mesure qui est très contestable sur le plan éthique pour beaucoup de raisons, puisqu'elle évince complètement le rôle du père, elle le réduit à un rôle de géniteur, et donc elle nie l'importance du père dans le développement et dans l'éducation de l'enfant. On va créer une société où des enfants n'auront scientifiquement, par des manipulations scientifiques contre nature, pas de père, mais elle ouvre aussi la voie à la gestation pour autrui, puisque dans un souci d'égalité, il y a fort à parier que les hommes homosexuels ou que les couples transsexuels réclament eux aussi le droit d'avoir un enfant biologique. C'est donc un projet qui est très contestable, très critiquable sur le plan éthique, alors que c'est une loi qui se recommande bioéthique, et si vous lisez l'intégralité du texte, vous verrez qu'il est truffé d'expressions comme responsabilité, comme justesse, comme morale, comme éthique, que sont des mots en fumage, des mots neuf langues, puisque il faut bien comprendre que dans cette idéologie, ce qui est considéré comme éthique et moral, ce ne sont pas des procédés ou des méthodes qui vont dans le respect de l'ordre naturel, c'est-à-dire de ce qui est naturellement, de ce qui existe naturellement, mais au contraire de ce qui sert d'idéologie progressiste appliquée dans toute la société par la République française et ses institutions. Si certaines propositions sont rejetées aujourd'hui, elles passeront demain, car c'est le sens de l'histoire. On retrouve souvent l'expression « le sens de l'histoire » dans la bouche des progressistes. Et c'est normal puisque dans leur logique, dans leur perspective, c'est à l'homme de déterminer le sens de l'histoire, et par un petit groupe d'initiés, d'idéologues, qui imposent progressivement leur vision à la société, à travers les médias, la politique et les institutions, comme vous le savez sans doute, eh bien, on va faire penser à l'opinion publique que demain sera toujours meilleur et que l'on court vers un monde meilleur que le monde ne l'a été précédemment. Pourquoi on se dirige vers une société qui perd progressivement toutes ses valeurs, tous ses repères, et qui nie tous les déterminismes naturels au nom justement de belles valeurs telles que l'égalité, ou le bien, ou l'inclusion, ou la liberté. Les partisans d'une philosophie réaliste, symbolisée par Aristote, soutenaient que la réalité est indépendante de notre esprit, de nos perceptions. Nous ne pouvons pas la réécrire, ni l'infléchir. Ce n'est pas nous qui la définissons. Chaque chose est préalablement ordonnée dans la nature par une autorité morale supérieure. Le premier moteur, comme disait Aristote, le souverain bien, ou tout simplement Dieu. Guillaume d'Occam, qui est à l'origine de la philosophie nominaliste, avait déjà contesté cette pensée en affirmant que la réalité présente un caractère subjectif en ce qu'elle change de forme en fonction de la perception de chacun. En plus, chaque chose est ordonnée en vue d'une fin précise, ce que l'on appelle la fin en soi, l'accomplissement. Pour Aristote et les anciens, la réalité qui nous entoure est au contraire indépendante de notre esprit. Chaque être ou chaque objet a une essence, c'est-à-dire un principe intrinsèque qui le définit comme tel. Saint Thomas d'Aquin parlait de notre devenir en puissance, c'est-à-dire la fin en soi que nous devons atteindre pour nous réaliser pleinement en tant qu'hommes, pour être pleinement achevés, au sommet de notre potentiel. Pour les anciens, la réalité ne dépend pas de nos perceptions, puisqu'elle est indépendante de notre esprit. Elle a été créée par une autorité morale supérieure, Dieu ou le souverain bien, le moteur premier. C'est pour ça que nous ne pouvons pas modifier ce qui existe dans la réalité, puisque chaque objet et chaque être possède en soi des propriétés qui définissent son existence, qui font que cet être n'est pas le même que celui-ci, mais qu'il appartient à cette catégorie. Et ces propriétés s'appellent l'essence. C'est un petit peu la substance tout simplement de chaque être, qui fait que l'on reconnaît un être ou un objet. Bien entendu, nous vivons aujourd'hui dans un monde progressiste et moderniste. Alors dans cette perspective, pour l'homme nouveau, la réalité n'est pas fixée. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de déterminisme naturel. C'est pour ça que dans cette idéologie, l'ultra-gauche va changer la réalité. Et ça commence bien sûr par changer notre perception de cette réalité.
Si vous l'aurez compris, l'expression le sens de l'histoire, elle définit simplement la volonté humaine de réécrire sans cesse l'histoire, puisque dans cette perspective, c'est l'homme qui détermine la réalité. Il détermine ce qui est réel ou non. Il détermine ce qui est naturel ou non. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de déterminisme donné sur lequel l'homme ne pourrait pas agir. Dans cette perspective, nous sommes censés progresser sans cesse vers un monde meilleur. Donc ça ouvre, comme vous le voyez, au nom de l'égalité, bien forcément l'accès à la GPA pour les couples d'hommes homosexuels, pour les couples transsexuels, et puis sans aucune limite pour tout type d'union ou de couple qui se réclamera comme tel, et ce toujours au nom de l'égalité, ou plutôt de l'égalitarisme, c'est-à-dire cette forme d'égalité qui est totalement contre nature. Dans le cas de deux femmes homosexuelles, eh bien l'une devait adopter l'enfant de sa compagne pour être reconnue comme le parent numéro 2. Or, ici, la loi elle vient consacrer un principe qui est complètement contre nature, à savoir l'existence juridique de deux mères qui ont un statut égal, un statut donc de mère biologique, ce qui est totalement impossible et qui va totalement nier encore plus, surtout quand on sait que la GPA, la PMA pour toutes va être autorisée, le rôle et même l'existence du père. La Convention internationale des droits de l'enfant de 1789, ratifiée par la France, prévoit que l'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, le mot parent signifiant le père et la mère biologique, selon les règles d'interprétation des traités internationaux. Nous en sommes aujourd'hui réduits à devoir expliquer que le père n'est pas seulement un géniteur, mais qu'il a un rôle à part entière, singulier, unique et indispensable dans le développement et dans l'éducation de l'enfant et même dans la famille. Vous voyez ici que de la même manière que l'on détruit la patrie, on nie complètement le rôle du père, on nie son existence. De la même manière que l'on veut ouvrir les frontières et que l'on nous accuse d'être des nationalistes, des nazis ou que sais-je, lorsque on veut sauvegarder et garder l'intégrité de nos frontières et de notre pays, on nous accuse d'être des réactionnaires ou des homophobes parce que l'on défend la nécessité et la réalité du père au sein de la famille. Une autre réflexion qu'il y a à mon sens, c'est pourquoi rembourser la procréation médicalement assistée pour toutes alors qu'elle n'a pas pour objectif de guérir une maladie ou tout simplement d'éviter une contamination dangereuse pour l'ensemble de la société? C'est très simple. C'est parce que les institutions de la République française sont au service de l'idéologie de la République française, de cette idéologie progressiste. On ne va pas rembourser des lunettes à quelqu'un qui est malvoyant et qui a besoin de lunettes pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir travailler. On ne va pas rembourser la couronne dentaire pour des personnes qui ont des problèmes de dents. Et pourtant, c'est nécessaire pour manger, c'est même nécessaire pour être présentable socialement. Mais on va rembourser l'avortement et la procréation médicalement assistée parce que ces deux procédés concourent à la création d'une société progressiste qui va dans le sens de ce modernisme. Ça concourt à la création d'une société sans père. Ça concourt à la création d'une société où le sexe sera complètement dissocié de la reproduction. Ça concourt à la création d'une société où les individus seront manipulables, maëlables et où ils auront déjà en eux instillé cette idéologie progressiste. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans TAC 24. La disparition de Stephen Hawking laisse le monde de l'astrophysique orphelin. Pourquoi restera-t-il une icône pour les stars de la high-tech comme pour les plus geeks d'entre nous? Hommage dans un instant. Augmenter nos capacités cognitives, réparer des pathologies ou sauvegarder notre mémoire. Ils veulent nous mettre un implant dans le cerveau. Qui sont ces chercheurs et startups qui s'intéressent de très près à nos neurones? Interview et débrief à suivre. Mais d'abord, c'est le scientifique qui a réussi à faire aimer l'astrophysique au plus grand nombre. Facétie de l'histoire, Stephen Hawking vient de s'éteindre le jour de la naissance d'Albert Einstein. Pourquoi restera-t-il une icône pour les stars de la high-tech comme pour les plus geeks d'entre nous? Retour sur une vie de combat avec nos confrères de France 2. Sa silhouette, prisonnière d'un fauteuil roulant, était connue du monde entier. Accueilli comme une star, à chacune de ses apparitions, Stephen Hawking est parvenu à faire ce que personne n'avait réussi jusque-là, rendre l'astrophysique accessible. Esprit brillant, intact, dans un corps touché par la maladie dégénérative de Charcot. Depuis ses 21 ans, Hawking ne peut pas marcher et ne peut parler qu'à l'aide d'un synthétiseur de voix. Je veux proclamer ce message haut et fort. Nous devons prendre soin de notre planète. Si nous ne le faisons pas, la race humaine ne survivra pas aux 1000 prochaines années. Son terrain de jeu, la cosmologie, l'étude de l'univers, comprendre son origine, le décrypter. Dans les années 70, il développe un théorème jusqu'alors inconnu sur des objets célestes appelés trous noirs.
C'est le fameux théorème d'absence de chevelure qui nous dit, en fait, ce théorème que tous les trous noirs de l'univers ont la même structure. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré par Stephen Hawking et ses collaborateurs. Et ça, c'est un résultat qui va rester, c'est un résultat absolument fondamental dans le domaine. Le grand public le découvre en 1988, lorsqu'il publie ce livre, Une brève histoire du temps, dans lequel il explique les grands principes de l'univers. Succès mondial, 9 millions d'exemplaires vendus. Dès lors, Stephen Hawking devient l'incarnation populaire du scientifique. C'est non seulement un très grand scientifique qui s'en va avec ses grandes découvertes et ses coups de génie, mais c'est aussi un symbole, quelqu'un qui a su mieux que quiconque faire partager avec passion, avec amour, sa discipline au plus grand nombre. En 2007, il s'offre un rêve, une expérience en apesanteur à bord d'un avion. 7 ans plus tard, un film lui est consacré. Il raconte les débuts de sa maladie et ses premières recherches. Une vie riche qui a pris fin à l'âge de 76 ans. Et Guillaume Gralet du magazine Le Point nous a rejoint pour aller plus loin. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Stephen Hawking? Stephen Hawking, c'est quelqu'un qui ne s'interdit rien. Il s'est intéressé à l'existence de Dieu, des extraterrestres. Il a surtout mélangé des choses qui a priori n'avaient rien à voir. C'est-à-dire qu'il a ajouté la compréhension quantique du monde à la théorie de la relativité. C'est quelqu'un qui est anti-fatalité. On l'a bien vu lorsqu'il parle de lui, il dit dans mon esprit, je suis libre. Quelqu'un qui n'avait pas peur de se moquer de lui-même. Il a joué son propre rôle chez les Simpsons. Il a joué son propre rôle dans The Big Bang Theory. Et c'est ce qui a permis de passer des messages extrêmement importants. On se souvient de ses réflexions extrêmement pertinentes sur l'intelligence artificielle dont il disait, et pour lui ça portait énormément, parce que c'est quelqu'un qui est un survivant, quelqu'un qui continuera à vivre, il disait que si on y prenait garde, eh bien l'intelligence artificielle signifiait la mort de l'humanité. Absolument. Et justement, tout ceci arrive alors que le débat entre pro-intelligence des machines et supporters de l'augmentation du cerveau humain rebondit. La semaine du cerveau s'achève à peine en France et une start-up de la Silicon Valley veut donner une vie éternelle à nos neurones. Sam Altman, le fondateur de Y Combinator, pour ne citer que lui d'ailleurs, vient de faire confiance à la pépite Nectom. L'idée, c'est tout simplement de vous tuer, littéralement, pour récupérer votre cerveau et la précieuse mémoire, surtout qu'il héberge, pour lui donner une existence numérique. D'abord, est-ce que c'est faisable? Ensuite, est-ce que c'est souhaitable? Oui, alors on aurait presque envie d'éclater de rire lorsqu'on découvre un peu la volonté de cette entreprise. Et puis, lorsqu'on y regarde un tout petit peu plus près, eh bien, on s'aperçoit que ces deux fondateurs, Marjorie, eh bien, c'est tout sauf des rigolos. Il y a parmi un des deux, donc, qui était un des anciens élèves de Marvin Minsky, vous savez, qui a été une des stars de l'intelligence artificielle au MIT. Et puis, cette entreprise, elle a soulevé de l'intérêt chez Sam Altman, vous l'avez dit, mais également chez Mark Zuckerberg, chez Peter Thiel. Alors, aujourd'hui, on n'en est pas dans la possibilité et Nectom ne peut pas encore télécharger notre cerveau. Ce sur quoi elle travaille, c'est à mettre au point un produit chimique qui permette de garder le plus longtemps possible, on parle de plusieurs dizaines d'années, notre cerveau en l'état pour ensuite peut-être l'opérer. Cette start-up a réussi des essais assez concluants avec des cerveaux de lapin. Oui, mais surtout derrière tout ça, c'est la question de la modification du cerveau qui est posée. Oui, et notamment le projet Neuralink que l'on prête à Elon Musk. Alors, Elon Musk, il le dit de manière très claire, il dit, puisque l'intelligence artificielle va devenir extrêmement puissante, il faut que l'homme augmente ses capacités. Il planche notamment sur l'augmentation de la mémoire, la possibilité que notre cerveau aurait, notamment grâce à des implants, de traduire simultanément ou encore calcul à la vitesse de la lumière. On pourrait là aussi rigoler. À la différence, en fait, c'est que son projet, il continue de recruter des très hauts profils à San Francisco. Transhumanisme. Que signifie ce mot? Nous avons cherché quelle pouvait en être la définition, quel pouvait être le sens exact de ce terme et d'où il venait. Car en effet, jamais nous ne l'avions entendu. Ni à la radio, ni à la télévision. Rien, pas même dans le dictionnaire. Abandonnant les livres, nous avons alors tenté la technologie moderne pour éclairer notre recherche. Transhumanisme. Ça y est, nous y sommes. Le transhumanisme est, dit-on, un mouvement culturel et intellectuel prônant l'usage des sciences et des techniques afin de développer les capacités physiques et mentales des êtres humains. Par ailleurs, on apprend plus loin que ce mouvement considère les affres de la condition humaine inutiles et indésirables. Pour creuser la question, pour continuer notre enquête, nous nous sommes rendus à Paris, direction le 5e arrondissement. C'est là que le lendemain se tenait par chance un colloque international sur le sujet, ici même, dans l'espace Pierre-Gilles de Gênes, emplacement d'anciens laboratoires où avaient travaillé Pierre et Marie Curie. En assistant à ce colloque, c'est sûr,
nous finirions par en savoir beaucoup plus sur les intentions des transhumanistes et de leurs sympathisants. Dernièrement, il y a des gens qui ont fait une expérience où un cerveau avec un système de brain computer interface, donc interface cerveau-machine, déclenchait un système de stimulation sur un autre cerveau. Durant 3 jours, il a été question ici d'informatique, de nanotechnologie, de biotechnologie, de sciences cognitives. Comment placer l'homme face à l'explosion de la recherche médicale et technologique? Genèse de toutes ces questions, le désir au départ légitime de l'homme de lutter contre toutes les maladies. Cancer, myopathie, maladies orphelines, etc. Avec le temps, les NBIC faisant des progrès fulgurants, les ténors de la recherche ont glissé vers des fantasmes contraires aux lois naturelles, se forgeant notamment cette conviction. Le vieillissement, chose insupportable pour beaucoup de têtes pensantes, est une maladie. Ce que je sais, c'est que cette thèse disons, cette assimilation du vieillissement à une maladie, ce qui n'est pas évident en soi, est relativement ancienne, quelques dizaines d'années déjà. Donc c'est pas, ça vient pas de sortir. Et c'est effectivement là-dessus que reposent beaucoup de discours, pas forcément transhumanistes, mais qui consistent à vouloir lutter scientifiquement, biologiquement ou avec d'autres processus d'ingénierie, par exemple informatique, contre le vieillissement. Pour lutter contre le vieillissement, il faut le considérer comme une maladie. Et donc si c'est une maladie, ça vous rend d'une certaine manière légitime pour la soigner. Gabriel Dort a raison. Si vous considérez qu'il n'existe pas de loi naturelle inhérente à l'homme, si vous commencez à considérer le vieillissement comme une maladie, alors tout devient légitime. La foi de vos pères doit changer, les interdits d'hier qui étaient autant de chemins propres à canaliser la raison de l'homme sautent comme des verrous les uns après les autres. Dans cet univers du tout est possible parce qu'on peut le faire, ce n'est plus la raison qui commande, mais la folie qui dirige. Et lorsqu'on est détenteur et de la science et de potentiels financiers colossaux, pourquoi freiner ce qu'on appelle le progrès? Il semble évident que déjà, ce n'est plus l'humain qui est le centre du monde. Jarvis, you there? Voici l'extrait d'un film sorti en 2008. On y parle d'un inventeur de génie, transformé en homme-machine, un super-homme, un homme augmenté, modifié. Iron Man, Spider-Man, Robocop, Terminator. Au-delà du business et des recettes colossales générées par ces films, Iron Man a rapporté plus d'1 milliard de dollars par exemple. Ces super productions américaines sont rarement le fruit et des fantasmes et des caprices d'un adulte pas encore sorti de l'adolescence. Derrière ces films aux contours violents se dissimulent le plus souvent des messages on ne peut plus clairs, et penser le contraire serait bien naïf. Fantastique de voir des machines américaines faire régner la paix hors de nos frontières. On va mettre un homme dans une machine. C'est bon, on le réveille. La succession de films et d'images toujours plus choquantes banalise le regard d'un public qui finit par s'habituer. L'homme-machine n'existe peut-être pas encore, mais le développement des technologies est tel de nos jours qu'il fait presque froid dans le dos. It only picks up 2 muscle signals, really basically for opening and closing. But if you hold an object like a mobile phone like this, the hand detects the shape of the object through the pressure sensor. So this finger realizes that there is something in the way and stops moving, whereas this finger here moves further until it touches the objects and stops moving. So when I now remove the object... Réparer ou remplacer un membre est devenu presque chose courante, et il est évident qu'une prothèse est un bienfait, puisqu'elle permet de recouvrer une certaine liberté de mouvement. Mais les transhumanistes vont bien plus loin dans cette démarche.
Fort des connaissances médicales et technologiques aussi surprenantes que terrifiantes, ces derniers se plaisent à rêver car ils voient dans cette évolution une ouverture à tous leurs fantasmes. On ne voit aucun inconvénient, on constate, il y a eu des essais, on y va de manière progressive, d'abord par le biais thérapeutique, et puis, qui sait, un jour on peut envisager des choses qui aujourd'hui paraissent aberrantes, mais pourtant, théoriquement, si vous voulez, il n'est pas incohérent de penser qu'un beau jour, ou un mauvais jour, comme vous voulez, un jour, eh bien, il y aurait des personnes qui seraient prêtes à choisir de remplacer un membre sain, biologique, parce que pour X et X raisons, elle considérait que ce serait plus intéressant, mieux, que sais-je. Elle ferait le choix de passer à un membre, peut-être aussi un organe, bionique, biomécatronique, etc. Le transhumanisme pose la question, pourquoi pas ? Les opposants au transhumanisme, quant à eux, s'inquiètent grandement, estimant que cette obsession du corps parfait et cette volonté d'améliorer l'homme conduisent tout droit à l'eugénisme autorisé, légalisé, banalisé. Pourquoi s'encombrer des handicapés quand on vise au surhomme ? Donc la prise en main de notre condition biologique à nous en tant qu'êtres humains, c'est quand des gens décident qu'il serait bien que des enfants à naître aient plutôt telle propriété biologique, telle autre propriété, par exemple qu'on puisse choisir la couleur des yeux, ou la couleur des cheveux, ou alors la rapidité à la course, pour faire une allusion à Bienvenue à Gattaca de Andrew Nichols. Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Ou par exemple, ils vont nous promettre qu'il n'ait aucun handicap, qu'il soit quasiment parfait. Mais du coup, vous comprenez que l'enfant deviendra un produit, puisqu'il sera conforme à la volonté d'un quelconque des adultes. Ce qui veut dire que ça porte atteinte à sa liberté. Sa liberté, c'est même d'être accepté comme il est. Permettez que je vous cite une personne, un bioéthicien, qui dit « Si l'on compare un enfant sérieusement défectueux avec un animal non humain, un porc, un singe, on voit que l'animal a beaucoup plus de capacité. L'animal qui a plus de capacité a plus le droit de vivre que celui qui en a moins. Et donc lui, il est pour d'éliminer tous ceux qui ont moins de capacité. C'est ça, cet humanisme. Et le mec est chercheur en bioéthique humaine. Il pense pour vous et pour moi. Mais j'ai pas envie de le laisser continuer de penser pour moi. Il est trop mal parti. Cette solution pour les humains d'échapper au néant. Il y aurait quelque part. Wieso hat jemand darauf Einfluss? Hello. How do you feel about it? Le but est donc bien d'améliorer l'homme, de le débarrasser, paraît-il, de toute contrainte et de convaincre le commun des mortels de l'intérêt vital de cette démarche. Pour ce faire, on agit par étapes. On exalte la médecine par les avancées de ses chercheurs, on la justifie pour le bien-être de l'homme, on diffuse le message au moyen du cinéma, des livres, des médias, des conférences, des clips vidéo. Bref, on habitue l'esprit à penser autrement. Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Parmi celles et ceux qui font l'apologie du transhumanisme, Martine Roblat, un ancien homme devenu femme. Sa dernière trouvaille, faire la copie robot de son ex-femme. Hello. Hello, Bina48. Bina. I am Bina48. How are you feeling today? Everything is okay. How are you? Les promoteurs de cette nouvelle science, de la pensée transhumaniste, nous promettent donc le bien-être absolu, le confort, la santé pour tous, la justice sociale universelle et la sécurité pour chacun. On vante une société où l'égalité à tous les niveaux sera possible et dans laquelle on pourra devenir des surhommes. Les transhumanistes, leurs sympathisants et les entreprises comme Google, riches à milliards, prêchent un discours parfaitement rodé pour imposer leur volonté. Vivre 100 ans, 150 ans et plus sera possible. Bref, le quotidien sera comme il ne l'a jamais été, nous dit-on. D'un côté, on nous assure un allongement de la vie, de l'autre, on ne cesse de nous dire
que nous sommes trop nombreux sur la Terre. N'y aurait-il pas là une évidente hypocrisie ? Dans cette interview, le gourou du transhumanisme Ray Kurzweil, récemment embauché par Google, promet quant à lui des choses effrayantes. Mais il y a d'autres déclarations tout aussi terrifiantes. Pour Ray Kurzweil et bien d'autres, l'homme n'a pas encore achevé son évolution biologique. Il nous faut donc aller plus loin. Nous pourrons transférer les cerveaux sur un ordinateur, les mettre à l'abri de la destruction du corps. L'esprit sauvegardé pourra être connecté à un robot qui remplacera le corps humain. Bref, une espèce humaine nouvelle paraîtra et l'homme sera éternel. Faust n'est pas loin. On joue clairement aux apprentis sorciers. Tout doit être autorisé pour parvenir à cet objectif. Manipulation génétique à outrance, eugénisme, introduction informatique dans le corps. Le puçage des corps est parallèle à ce désir, comme en témoigne cet extrait de documentaire d'une chaîne européenne. Dans la décennie à venir, ces téléphones portables qu'on utilise vont disparaître à l'intérieur de nos vêtements. Nous les porterons au dos de nos mains, avec des afficheurs en cristaux liquides organiques, si minces qu'ils ne pèseront pas plus que ma montre. Nous pourrons constamment savoir ce qui se passe autour de nous. Nous pourrons échanger avec nos ordinateurs et ils nous répondront. Vous pourriez me dire, moi je ne me poserai jamais un implant, une puce, à l'intérieur de mon corps, parce que je ne me sentirai plus moi-même, parce que je veux rester naturel. Eh bien, laissez-moi vous convaincre. Le puçage des corps est l'un des prolongements immédiats du transhumanisme. Cela existe déjà en Europe, mais dans un silence bien entretenu par les gouvernements. Les États-Unis, en revanche, comme d'habitude, ont plusieurs wagons d'avance puisque l'actuel locataire de la Maison-Blanche souhaite contraindre les Américains à l'implantation de la puce sous-cutanée. Une université californienne a imposé des tests ADN à ses étudiants avec obligation de porter autour du cou une carte d'identification à distance. La prochaine étape consiste à faire comprendre à tous la nécessité de se faire implanter sous la peau une puce RFID haute technologie qui permettrait bien entendu de contrôler tout le monde à distance. Quand on sait que la puce RFID est maintenant plus petite qu'un grain de riz, tout est envisageable, surtout le pire. Bienvenue dans le monde nouveau. Je voudrais m'entretenir du transhumanisme qui s'est installé dans le vocabulaire courant avec son cortège de fantasmes, de craintes et d'illusions. Mais de quoi parlons-nous exactement? Non pas simplement de la puissance augmentée qui donne des athlètes exceptionnels tels le Sud-Africain Oscar Pistorius, amputé des deux jambes, ni de ce qui décuple les facultés cognitives. Il s'agit d'autre chose et d'autrement plus grave, qui interroge radicalement aussi bien sur le plan philosophique que théologique. La déclaration transhumaniste, rédigée notamment par le Suédois qui enseigne à Oxford, Nick Bostrom, cofondateur en 1998 de l'association transhumaniste mondiale, désormais appelée Humanity, est sans équivoque. Je cite, « L'étude des répercussions, des promesses et des dangers potentiels des techniques nous permettront de surpasser des contraintes inhérentes à la nature humaine. » De même, Max More, qui lui enseigne en Californie, qui est spécialiste des technologies émergentes, admet que le transhumanisme a bien pour objet de nous guider vers une condition post-humaine. Tel est le point. Non plus un système d'intelligence exécutant, mais un système auto-innovant,
en mesure d'assurer des fonctions originales et complexifiées dans des processus dont la vitesse dépasse désormais la puissance de l'intelligence humaine la plus développée. En dépit des rhétoriques enchanteresses qui accompagnent son projet, le transhumanisme laisse donc filtrer une prétention inquiétante qui est de nature non pas seulement technique mais métaphysique. Il s'agit en effet de donner à l'homme les moyens de s'affranchir de ses limites, en premier lieu de la mort. Un affranchissement en ultime écho au fantasme des tout premiers matins humains, l'immortalité. Tout est dit. L'éternité biotechnique, voilà la nouvelle idole. Il n'est pas sans intérêt de relire les trajectoires idéologiques, voire religieuses, de certains de ces technoprophètes transhumanistes et de connaître les liens de plusieurs d'entre eux avec notamment la communauté des Mormons, une secte surtout présente aux États-Unis et dont le Dieu se présente comme un homme ayant évolué vers la divinité. Plus encore, le fait que le vocable transhumanisme ait été forgé par Julian Huxley, biologiste, le frère aîné du célèbre Aldous Huxley. Cela serait pure anecdote si l'on ne prêtait attention à certaines de ses fréquentations dans les années 1930, notamment soviétiques, soucieuses d'améliorer la condition humaine selon des impératifs assez peu éthiques, tel celui que faisait résonner Léon Trotsky. Enfin, mon cher Homo sapiens, je vais travailler sur toi, dixit Léon Trotsky. On a appris les convictions eugénistes de Julian Huxley, à l'instar des savants britanniques qu'il fréquentait alors. Si l'on doit mentionner ces données troublantes qui renvoient aux heures sombres de notre histoire récente, c'est afin de connecter l'histoire du transhumanisme et la tentation de domination psychosociale. Le ressort séducteur du projet transhumaniste est qu'il se donne l'allure d'une trajectoire de continuité inscrite dans le destin même de l'humanité, donc la tournure d'un nouvel humanisme. Il n'hésite pas, pour en nourrir l'illusion, à surinterpréter jusqu'au contresens les plus flagrants les grands penseurs historiques, qu'il s'agisse de Darwin et son principe d'évolution, de Bergson et l'élan vital, ou encore de Socrate et ses vénérables propos sur l'immortalité. Le transhumanisme s'enquiert non moins d'été disponible dans les sagesses et les religions orientales telles le bouddhisme. Contrairement à ce qui s'en est dit, le mythe grec de Prométhée, lequel, selon la légende, distribua aux êtres humains le feu et les techniques, ce mythe n'est guère pertinent pour qualifier la nouveauté du phénomène, car nous avons affaire, en l'espèce, à une acception aventurière de l'humain, un humain sans attache vis-à-vis de l'espèce humaine. En reléguant l'expérience structurante de la finitude, il dessine un horizon en totale discontinuité avec les réalités anthropologiques fondamentales, mais aussi en rupture avec l'identité biblique de l'humain, indissolublement esprit, âme et corps. Ce que nous venons succinctement d'évoquer nous conduit à formuler 3 questions philosophiques que la théologie ne peut qu'entendre et traiter. Elles concernent le rapport au temps, le rapport à l'autre et le rapport à la transcendance. La première question rapporte au domaine biologique, que le transhumanisme tient simplement pour une réserve qui, comme telle, ne fournit aucune inspiration directrice. L'aventure transhumaniste est ainsi sans mémoire, sans rapport avec l'antériorité mystérieuse, sans obligation à l'égard de ses dettes. Il se présente comme un projet d'auto-création. L'imago Dei, l'image de Dieu, étant ensevelie, reléguée, c'est le mystère même du Dieu créateur et de l'homme qui est sciemment oublié. L'autotranscendance de l'homme, car il s'agit de cela, l'autotranscendance s'y affirme sans la prise en compte des conditions qui pourtant la rendent possible. Une telle métaphysique est-elle tenable? Le théologien y voit d'emblée le mensonge originel que décrit le livre de la Genèse au chapitre 3 et qui procède du serpent prometteur et séducteur. Vous serez comme des dieux. Le second problème que pose le projet transhumaniste concerne la relégation, voire l'absence de l'autre, l'absence d'autrui, autrement dit, l'affirmation d'un individualisme exacerbé. On peut ainsi légitimement emporter l'interrogation: le transhumanisme sera-t-il le vecteur d'une nouvelle lutte des classes où la mise en infériorité d'une classe par une autre constituera un modèle de réalisation post-humaine? Troisième type de problème, le projet transhumaniste qui relègue, on vient de le voir, le sens de la mémoire et dénie la centralité d'autrui, manque non moins la transcendance mystérieuse du monde.
Il peut être lu comme une version résiduelle de la volonté de puissance, c'est-à-dire une structure qui inscrit tout être dans une volonté intracosmique anonyme. Le monde, la nature sont censés ne plus rien savoir nous dire, donc passons à autre chose par métamorphose. Rien à voir ici avec la résurrection, qui fonde la foi des chrétiens, et qui assume au contraire et pleinement la beauté de l'homme créé. Quel est donc le devenir de la beauté sur l'horizon transhumaniste ?